Mycologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, Marc-André Sellos explore depuis des décennies les liens invisibles entre champignons, sol et humanité. Dans son dernier ouvrage, La biodiversité comme un humanisme, il plaide pour une réconciliation entre l'humain et le reste du vivant, affirmant que préserver la biodiversité, c'est d'abord nous préserver nous-mêmes. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Marc-André Sellos. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter ? Je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et membre de l'Institut universitaire de France. En fait, moi, je suis chercheur à la base, vraiment passionné de champignons, mais aussi passionné de tout ce qui touche au vivant et donc aussi passionné de l'humain et de ce qui touche à l'humain. Eh bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va justement parler de votre passion pour les champignons et aussi de votre intérêt particulier pour les plantes. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux intérêts que vous avez ? Les deux centres d'intérêt que j'ai, c'est les champignons, ça c'est la mycologie, et les plantes, c'est la botanique. Et moi, je suis intéressé depuis l'enfance par les champignons et petit à petit, je suis remonté à leur lien avec les plantes. Et mes travaux de recherche portent sur les interactions entre certains champignons du sol et les racines des plantes, interactions dans lesquelles les champignons nourrissent les plantes à partir du sol et sont nourris en sucre par la plante. Cette interaction-là, elle me passionne, mais plus généralement, c'est l'écologie des microbes aussi qui m'intéresse. Et donc, je suis un mycologue qui, précipité dans le sol et dans les écosystèmes par l'étude des champignons, s'est aussi intéressé à leur fonctionnement. Et comment vous expliquez cet intérêt particulier que vous avez développé pour ce monde-là ? D'où ça vient ? Pour moi, tout est parti d'un émerveillement autour des champignons. Quand j'étais très jeune, j'avais une douzaine d'années, on avait regardé ça en classe, enfin en cours de sciences naturelles, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et j'en ai conçu beaucoup d'émerveillement, beaucoup d'intérêt. En fait, j'ai passé ensuite mes week-ends à aller chercher des champignons, à essayer de leur donner un nom, à les dessiner, à les étudier. Et puis, petit à petit, en grandissant, je me suis intéressé à leur écologie. C'est-à-dire comment ils vivent, de quoi et dans quelles circonstances et dans quels environnements et avec quelles conséquences. Finalement, sur le long terme, c'est cette diversité-là qui m'a passionné. C'est la façon dont ils sont un petit peu partout. C'est assez merveilleux de voir tout ce qu'ils peuvent faire, vous voyez, depuis, parasiter des plantes jusqu'à parasiter en les manipulant des fourmis, mais aussi être sur notre peau à l'état de petites levures unicellulaires qui nous protègent des agressions, notamment des pathogènes, ou encore associés aux racines des plantes, comme dans mes travaux de recherche, ou encore capables de recycler les molécules démentielles, y compris pour certains des plastiques, même s'ils ne sont pas encore très efficaces. C'est absolument merveilleux d'adaptation et de façon de vivre. Ça transcende tout ce qu'on peut imaginer à partir simplement de l'étude de la plante ou de l'animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle un sol vivant ? Un sol vivant, c'est un sol où il y a un maximum d'organismes, bactéries, champignons. Il faut savoir que, selon les estimations, entre 25 et 60 des espèces vivant sur Terre, avec un grand T, vivent sous terre, avec un petit t, vivent dans les sols. Un gramme de sol chez nous, c'est des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons et quelques dizaines d'espèces d'animaux. Les sols sont extrêmement divers et cette vie, c'est elle qui transforme la matière morte en ressources utilisables par les plantes, qui attaque les roches, libère des minéraux qui vont être utilisés par les plantes, qui utilise l'azote venu de l'atmosphère pour faire des protéines qui, après leur dégradation, feront de l'azote utilisable par les plantes. C'est une vie qui fait les trous dans le sol, qui retiennent l'eau, et qui fait qu'il y a de l'eau autour de nous, qui la filtre, et qui la restitue d'ailleurs en partie, progressivement vers les sources, tout en même temps qu'ils en donnent aux plantes. Un sol vivant, c'est ce qui va faire ce que nous mangeons et ce que nous buvons. En d'autres termes, un sol vivant, c'est quelque chose qui fait la vie de l'homme. Alors j'y ai consacré un ouvrage qui s'appelle «L'origine du monde» parce qu'en fait, ces sols vivants, ils vivent et ils construisent le monde qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler peut-être du lien entre champignons et humains ? Alors les champignons et les êtres humains, c'est un lien assez complexe. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul lien. Comme ils sont partout autour de nous, ils sont rentrés dans nos vies biologiques et dans nos vies culturelles à plein de moments. Alors bien sûr, dans nos champs, ils aident les plantes à se nourrir, mais c'est pas tout. Et il y en a qui nous emmerdent. Ah oui, les pathogènes de nos cultures, provoquent des destructions et d'ailleurs suscitent l'utilisation de pesticides et ils nous appellent maintenant, nous interpellent pour utiliser des méthodes, minimisant la quantité de pesticides pour lutter contre les parasites. Mais il y a aussi tous ceux qui nous protègent. Je pense par exemple à ces levures qu'on a sur la peau,
les Malassezia, c'est leur nom, qui sont notamment d'excellents protecteurs contre le staphylocoque doré et qui font que la plupart d'entre nous ont des staphylocoques dorés sur la peau, mais ils seront empêchés par ces Malassezia de proliférer. Donc on en a sous forme de champignons unicellulaires, les fameuses levures sur notre peau, mais on en a aussi dans notre environnement alimentaire parce que culturellement, on a utilisé des champignons pour faire de l'alcool dans le vin ou dans la bière, pour aider à faire du pain. D'ailleurs, de façon amusante, c'est aussi des levures du genre Saccharomyces et c'est les mêmes. Des champignons pour faire les fromages, des champignons pour faire le koji au Japon, et de là tout un tas d'autres aliments fermentés. Et alors, il y a aussi d'autres liens plus historique que cela, c'est qu'il y avait beaucoup de matériaux qui étaient faits en champignons, notamment à partir de la chair de ces champignons qui poussent sur les arbres. Oui, ça a été une source de matériaux et de façon amusante, dans le design actuel, on commence à prendre des pailles et des morceaux de bois décomposés par des champignons et à les stériliser, à les réassembler en matériaux aux propriétés extrêmement résistantes. Ce qui fait qu'en tant que matériaux, les champignons sont, dans l'histoire de l'humanité, Ötzi, l'homme des glaces, qui a été retrouvé dans les glaces et qui est âgé de plus de 5000 ans, eh bien, il avait dans sa besace des champignons médicinaux et des champignons outils. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la biodiversité ordinaire? La biodiversité ordinaire, c'est un truc très important que l'on néglige. J'y consacre un petit manifeste au Seuil, qui est paru ces derniers jours, de la biodiversité comme un humanisme. En fait, on est entouré de biodiversité. Moi-même, j'abrite des microbes, dont des champignons, mais aussi des bactéries, plusieurs milliers d'espèces en moi et sur ma peau, qui m'aident à fonctionner et qui font écran aux indésirables et dont les productions vont influencer le fonctionnement de mon système immunitaire et même le fonctionnement de mon cerveau. La biodiversité ordinaire, ça commence sur nous. Ça commence dans les sols, on le disait tout à l'heure, qui, juste à côté, contiennent des milliers d'espèces par gramme. Alors bien sûr, ce sont des espèces de microbes. La biodiversité, c'est tous ces microbes, dont on fait nos aliments aussi. Et il n'y a pas besoin d'aller sous les tropiques, pas besoin d'aller très loin pour trouver une biodiversité qui est ordinaire aussi dans le fait qu'elle permet le monde ordinaire, qu'elle permet le fonctionnement ordinaire des choses. Tiens, je peux vous donner un exemple. Il y a des bactéries qui sont dans l'air. Oui, même dans l'air, il y a des microbes. Eh bien, pour retomber sur terre, elles sont le point d'accumulation de vapeur d'eau et de transformation de cette vapeur d'eau en gouttes de pluie. Elles contribuent à faire la pluie. Et évidemment, avec les gouttes, elles reviennent sur terre où souvent elles vont parasiter des végétaux, avant d'être de nouveau entraînées dans l'air et de retomber. Ouais, oui, même des choses comme les gouttes d'eau, c'est des choses qui sont largement faites par des microbes. Alors, ça veut dire que la biodiversité dernière, c'est le fait qu'on est entouré de biodiversité, notamment microbienne. On finit par plus la voir, pourtant c'est elle qui construit nos vies ordinaires. Alors de l'anthropocène, comme on la voit pas, non seulement on l'utilise pas, mais en plus, on peut avoir des gestes qui l'abîment. Par exemple, sur la diversité microbienne qu'on a dans le tube digestif, les conservateurs, les colorants et les antioxydants, voire les antimicrobiens et les émulsifiants de nos aliments détruisent cette diversité et sont la porte ouverte à tout un tas de maladies, notamment jusqu'à l'entrée dans le diabète, l'obésité ou des formes de cancer. Dans nos sols, le fait de ne pas gérer cette biodiversité est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, la productivité commence à plafonner parce que nos sols ne sont plus assez vivants de vie interne au sol pour assister la croissance des plantes. À l'heure de l'Anthropocène, cette ignorance fait que nous infligeons à la biodiversité des blessures terribles pour nous, pour nous. Alors que si on savait utiliser ça, eh bien, on pourrait très bien en faire des pures solutions. Par exemple, le fait de manger des fibres variées, donc une alimentation biodiverse en termes de végétaux, au moins 25 espèces différentes par semaine, c'est une des façons d'entretenir les microbes de notre tube digestif qui digèrent les fameuses fibres de ces aliments-là. Donc la diversité dans l'assiette, c'est la santé. Dans les sols, on a des techniques agricoles non labourées qui préservent la vie des sols et augmentent la productivité et la capacité de ces sols à stocker du carbone, ce qui est bon pour le climat, et à stocker de l'eau, ce qui est bon pour les étés secs. On a aussi des techniques comme basées sur des haies ou des mélanges de cultures dans les parcelles qui permettent de limiter la propagation des pathogènes et donc l'utilisation des pesticides. Et finalement, toutes ces pratiques qui utilisent la biodiversité comme une façon d'être en bonne santé ou de gérer l'environnement et de gérer l'agriculture, eh bien, elles sont complètement conciliées, réconciliées avec la préservation de la biodiversité. Il est temps de voir la biodiversité comme un outil qui est à notre disposition et que nous n'avons pas saisi. Car plus encore que les solutions chimiques et technologiques, les solutions basées sur la biodiversité, c'est l'avenir. Et on peut faire des progrès énormes parce qu'on ne les a jamais parcourus encore. Aujourd'hui, on le sait, la biodiversité est en danger.
Il y a une perte de biodiversité? Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Souvent, on parle d'une perte de biodiversité qui est celle des oiseaux et des insectes. Alors, elle est emblématique, mais attention, hein, c'est la partie qu'on accepte de voir. C'est pareil pour tous les groupes. On dit que en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en France, qu'en 15 ans, on a perdu 30% des insectes en France. Dans les écosystèmes agricoles, on peut, sur une quarantaine d'années, aller jusqu'à 90% de pertes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire qu'on a tout un tas de régulations qui s'opéraient qui ne se régulent plus. En particulier, les oiseaux mangent des insectes, donc on a besoin de plus d'insecticides. Les insectes, ils pollinisent. Donc on commence à avoir entre un tiers et les deux tiers des écosystèmes agricoles qui aujourd'hui manquent de pollinisateurs. Et quand on veut faire des fruits, c'est une catastrophe. On peut augmenter de plusieurs dizaines de pourcents et jusqu'à quadrupler la production de cassis en Bourgogne en élevant des insectes pollinisateurs au bord de la parcelle. En fait, derrière la perte des oiseaux, des insectes, c'est pas tellement le nombre d'espèces qui chute, les espèces sont pratiquement encore toutes là, mais c'est le nombre d'individus qui diminue, et donc les services qu'ils rendent diminuent, et leur diversité génétique diminue puisqu'ils sont moins nombreux. Et quand la diversité génétique est moindre, la capacité de s'adapter aux changements, notamment climatiques, est moindre. Donc c'est le prélude à la disparition de ces espèces, et donc à la disparition de leurs fonctions. Je demande souvent aux gens s'ils ont le choix entre sauver une chauve-souris et sauver un enfant, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Évidemment, tout le monde va sauver l'enfant, fatale erreur, parce qu'en faisant ça, on vient de laisser mourir une chauve-souris et de là des enfants. Aux États-Unis, il y a des comtés, des parties des États-Unis où il n'y a plus de chauves-souris parce qu'elles ont attrapé une maladie qui les tue. Dans ces comtés-là, les agriculteurs ont augmenté la consommation d'insecticides de 31%. Pourquoi? Bah, parce que en fait, les chauves-souris mangeaient les insectes. Et donc, il faut compenser. Alors c'est dommage, parce qu'ils vont produire autant, mais avec des coûts plus importants, et notamment en mettant plus d'insecticides dans l'environnement. Or, dans ces comtés-là, non seulement l'agriculture est un peu plus chère, pour faire aussi bien, mais en plus, les enfants ont des mortalités infantiles accrues de 8%. 8%, c'est lié à des cancers ou des malformations à la naissance, c'est des maladies liées à ces insecticides. Et donc, en sauvant une chauve-souris, on peut sauver un enfant. Ce que ça veut dire, c'est que l'humanité et la biodiversité, c'est comme les deux faces d'une pièce. Je vous mets au défi de les séparer. Nous sommes liés à la biodiversité, nous sommes nés dedans. Notre espèce a fleuri dans un monde où il y avait une diversité d'espèces et d'activités de ces espèces. Et quand on rogne là-dessus, eh ben on finit par abîmer l'humain. Alors, moi je suis d'accord avec vous. Les papillons, les fleurs, les chauves-souris, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est les humains, c'est nos enfants. Mais voilà, une fois qu'on a posé cette dernière équation sur la table, la seule façon de les entretenir, la seule façon de les aider, c'est de leur préserver la biodiversité dont ils vivent. Et donc, il faut sauver des chauves-souris. Et donc, il faut planter des haies pour que les chauves-souris s'installent. Et donc, il faut sauver des oiseaux. Et donc, il faut sauver des insectes. Voilà le raisonnement. Si vous aimez l'humain, comme il est contissé de diversité biologique, jusque dans son microbiote, la meilleure chose que vous pouvez faire pour l'humain, c'est d'entretenir la biodiversité pour lui, et non pas pour elle, parce que je vais vous dire un truc, elle survivra toujours, même aux pires idées de l'humanité. Non, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est clair, on est rentré dans l'érosion de la biodiversité, notamment de la diversité génétique dans les espèces, mais aussi déjà dans les espèces, puisque selon les groupes, on a perdu 5 à 10% des espèces, on y est rentré à un point où on perd les fonctions qui étaient remplies. Eh bien, en perdant les fonctions de la biodiversité, on s'aperçoit qu'on en a besoin. Par pitié, si vous aimez vos enfants, et pour cette raison seulement, préservez la biodiversité. Il y a beaucoup de liens entre la biodiversité et la santé. Il y a toute la biodiversité alimentaire qui va faire l'équilibre alimentaire qui convient à notre physiologie et qui, par le biais des fibres d'aliments végétaux variés, 25 espèces par semaine, hein, on l'a dit, vont nous permettre d'entretenir notre microbiote. Bon, il y a notre microbiote lui-même, il y a tous les matériaux qu'on peut tirer de la nature, il y a les grands services de régulation. Quand l'eau pleut sur le sol, elle entraîne plein de polluants dans l'air, mais elle est filtrée par la vie du sol et quand elle ressort à une source, c'est comme ça qu'elle est propre et buvable, sauf si on a mis trop de pesticides, auquel cas, là, la vie du sol n'arrive pas à faire le calcul. Mais il y a aussi des trucs tout à fait étonnants. Laissez-moi vous raconter l'histoire des tiques, c'est pas très drôle, hein, qui transmettent la maladie de Lyme. On s'est aperçu aux États-Unis, et ensuite on l'a vérifié en Europe, que plus il y avait d'espèces de mammifères dans l'environnement, moins les gens étaient malades de la maladie de Lyme. Et c'est parce que plus il y a de mammifères, plus les tiques ont de chances d'avoir piqué ces mammifères, et pas des rongeurs, qui sont le réservoir sur lequel les tiques attrapent elles-mêmes la maladie de Lyme, puis, quand elles vont piquer ensuite un humain, le transmettent à l'humain.
Donc, on se retrouve avec une situation où plus on a de diversité animale, moins on a de gens malades de la maladie de Lyme. Je me souviens d'une étude notamment qui montre que dans un écosystème où il y a des écureuils par rapport à un écosystème où il n'y a pas d'écureuils, votre probabilité d'attraper la maladie de Lyme est réduite de 60% s'il y a des écureuils. Il y a des tas de détails comme ça qui font que, en fait, quand on se prive de la biodiversité, on sort de la fenêtre où ça marchait plus ou moins bien. Et on va vers des fenêtres de fonctionnement pour notre santé où ça marche probablement moins bien. Alors, pas à en mourir violemment, hein. Cela dit, je ne suis pas naïf. Je sais aussi que dans la biodiversité, il y a les maladies de l'homme. Et moi, je suis quelqu'un qui se vaccine parce que je ne suis pas un gros naïf qui dit la biodiversité, c'est bien. Non. Je dis la biodiversité, c'est généralement ce dont on a envie. Après, on va peut-être se méfier un petit peu des moustiques tigres et puis peut-être aussi se vacciner contre les maladies qui font partie de la biodiversité, mais dont on ne veut pas qu'elles nous atteignent. Et alors Marc-André Sellos, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que la biodiversité cicatrisera toujours? Quand je dis que la biodiversité cicatrisera toujours, c'est qu'il faut comprendre que la biodiversité, c'est quelque chose qui est produit par l'évolution. C'est-à-dire que par le biais des mutations, d'une part, par le biais du fait que quand 2 individus font un descendant, ce descendant hérite d'un petit peu des 2, mais du coup, bon, il ressemble aux 2 parents, mais il est un peu différent quand même. La biodiversité, par le mécanisme de mutation et les lois de l'hérédité, produit toujours de la diversité. Cette diversité finit par faire qu'une espèce en donne 2. Donc au total, ce qui est certain, c'est que ce générateur de diversité existera tant qu'il y a de la vie sur Terre. Et donc même si le vivant aujourd'hui éprouve une crise, il y a une crise au sens où effectivement on a un effondrement de la biodiversité qui commence, hein, il est de 5 à 10, il faut savoir qu'il en a eu, et éventuellement des pires. À la fin du Permien, par exemple, c'est 95% des espèces vivant sur Terre qui disparaissent. C'est énorme, et la vie en a réchappé. Donc l'idée, c'est que tant qu'il reste de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il reste quelques êtres vivants, ils refont la diversité. Et puis, quelques millions d'années après, c'est résolu. C'est impossible d'effacer toute la biodiversité sur Terre. Songez qu'il y a des bactéries qui vivent de réactions chimiques bien compliquées jusqu'à 10-15 km de profondeur dans les roches sous vos pieds. On ne peut pas les éteindre, ces trucs-là. Et si jamais on stérilise toute la surface de la Terre, faites-moi confiance, les descendants de ces bactéries vont ressortir en surface et nous refaire un monde vivant qui ne ressemblera pas à l'actuel. Non. Je pense que la biodiversité, à moins de pulvériser le globe terrestre, est un processus inextinguible. Et il a survécu des crises pires que le point où on est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire mieux après, mais en réalité, le seul problème, c'est que si vous avez perdu une espèce dont vous avez besoin, bah, il apparaîtra sans doute une espèce qui occupe des fonctions semblables et qui pourrait vous servir à la même chose dans 10 millions d'années. Dommage. Parce que le processus d'érosion de la biodiversité n'est pas irréversible dans le temps long, mais à l'échelle de nos générations, il est carrément irréversible. Donc le problème n'est pas la biodiversité, non, non. Déjà aujourd'hui, il y a un problème de productivité agricole, des problèmes de santé avec notre microbiote, ça commence maintenant, mais en creux. Il n'est pas trop tard pour agir parce que comme on n'a pas encore vraiment écorné considérablement la biodiversité, on peut continuer à espérer pouvoir se servir de ses membres. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui pensent qu'il faut juste rien faire et que au pire, l'humain disparaît? Oui, alors j'entends des gens qui me disent oui, oh, il n'y a qu'à laisser faire et puis l'homme va s'éliminer lui-même de la surface de la Terre. Moi, j'ai deux raisons de répondre non. Une d'ailleurs très pragmatique qui est que l'homme ne va pas disparaître, il va juste retourner à l'âge de pierre, c'est-à-dire que le risque, c'est qu'on vive dans des conditions sanitaires extrêmement dégradées, avec des espérances de vie réduites, voire, je ne suis pas collapsionniste, hein, mais c'est quand même pas impossible que nos sociétés s'écroulent. C'est-à-dire que nos formes d'organisation disparaissent assez brutalement et je ne sais pas ce qu'il y aura à la place. Le risque, c'est pas de voir disparaître l'humanité, c'est de la voir vivre dans un état qu'on ne pourrait pas souhaiter à nos propres enfants. Et j'en viens à la chose centrale, c'est que moi je crois en l'homme, j'aime l'homme. Derrière moi, vous avez quelques éléments de littérature et surtout une CD-tech qui résume, par quelques milliers de CD, un amour frénétique pour la musique classique, disons, entre le baroque et le post-romantisme. Moi, quand je vois ça, quand j'écoute ça, j'ai envie de pleurer des fois, hein. Il y a des choses de toute beauté. Je ne peux pas ne pas croire en l'homme. Je ne veux pas que ça s'efface. Et si je sors de mon labo et si je passe des putains d'heures à me faire chier à autre chose qu'à étudier des champignons et des plantes, c'est parce que je crois en l'homme, c'est parce que j'ai un enfant. Et c'est parce que on peut pas se résoudre à se dire: «Oui, non, mais la nature va cicatriser, d'autant plus que l'homme disparaîtra». Non, il risque juste de vivre beaucoup plus mal en très petit nombre
Et ça, on ne peut pas le souhaiter. Et deux, peut-on vraiment vouloir rayer d'un trait de plume le Taj Mahal, les symphonies de Dvorak et trois, quatre autres trucs superbes comme la Sainte-Chapelle? Est-ce que vous pourriez maintenant nous transmettre quelques solutions qui existent pour régénérer la biodiversité en France? On a plein de solutions pour régénérer la biodiversité en France. Plein, plein, plein. Allez, je vous en ai trois. Pour votre tube digestif, diversité alimentaire, végétale, le maximum. Dans l'agriculture, on a ce qu'on appelle l'agroécologie, qui marche déjà. Il y a des fermes qui font ça. Il y a des endroits où on laboure plus, des endroits où on utilise au maximum les haies et les cultures mélangées pour stopper ou ralentir la propagation des maladies. Bien. Maintenant, j'aimerais vous inviter à penser à autre chose. En ville, on a besoin de végétation. D'abord parce que c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour le tempérament. Chaque fois, nous dit une étude au Pays de Galles, qu'on s'écarte de 350 mètres de plus proche endroit de nature, on augmente le risque de problèmes neurologiques de 5%. Donc c'est bon pour la santé, c'est bon parce que ça fait de la fraîcheur en été, mais c'est bon aussi parce que si vous avez des endroits de nature avec un sol, ils vont boire les inondations et les précipitations fortes et limiter les risques d'inondation quand il pleut beaucoup en automne et en hiver. Et Dieu sait ce que le changement climatique nous promet des étés secs et des pluies abondantes en automne-hiver. On a besoin de nature en ville, on a besoin même de mettre de la nature sur les toits, c'est un très bon isolant. On peut mettre de la nature d'ailleurs qui produit à manger. Tout ça, ça nous fera des isolants thermiques, parce que ça évite les échanges thermiques, donc ça conserve de la chaleur en hiver et ça conserve de la fraîcheur en été. Ça nous fait des isolations phoniques, parce que ça évite la transmission des sons et ça limite la promiscuité ou les gènes de la rue. Vous en voulez encore? Ça stocke du carbone. Et donc au total, on peut très bien avoir en ville des zones de nature, et là on peut avoir des zones de nature plus ou moins en libre évolution. On va laisser se développer toutes les espèces. On est un peu obligé pour certaines d'entre elles d'enquiquiner quand on veut faire de la forêt ou quand on veut faire de l'agriculture. Donc la nature en ville et la biodiversité en ville, c'est une solution, et nos villes doivent être pensées pour ça à l'avenir. Et alors, même si évidemment on sait que le changement doit être systémique et donc doit se faire à une échelle collective, qu'est-ce qu'on peut faire à une échelle individuelle? À l'échelle individuelle, il y a des façons simples, notamment quand on se nourrit, de s'assurer qu'un maximum de biodiversité aura été préservé. Si vous mangez du bio, outre le fait que ça réduit vos cancers de 25% en moyenne, nous dit une analyse de 50 000 Français parue récemment, ça fait des agrosystèmes, des écosystèmes agricoles dans lesquels la quantité d'espèces augmente de 30% et le nombre d'individus par espèce augmente de 50%. Vous pouvez aussi manger, d'ailleurs, c'est une agriculture différente qui utilise des pesticides, notamment des herbicides, mais vous pouvez manger des produits de l'agriculture non labourée avec le label au cœur des sols. Alors ça, les sols non labourés, ils résistent mieux à l'érosion et la biodiversité augmente. Bon, de 2% en nombre d'espèces, c'est pas énorme, mais c'est qu'il n'y a pas eu d'extinction massive dans les sols, et de 20% en nombre d'individus. Non, ça c'est intéressant. Donc il y a des façons de manger, et si c'est cher, bah là vous avez une autre façon de gérer les choses. C'est en tant que citoyen, penser à une sécurité sociale alimentaire, quelque chose qui permette à tous de manger sain et de manger d'une façon qui économise l'environnement. Donc dans vos gestes de consommation, si vous en avez les moyens, et dans vos gestes électoraux, on va avoir les municipales en France. Est-ce que l'équipe que vous élisez, elle a un programme en termes de comment on va nourrir la cantine? Est-ce qu'on va favoriser la production de bio local pour en avoir plus sur les marchés? L'idée, c'est qu'avec votre carte bancaire et votre carte d'électeur, vous avez deux cartes maîtresses pour faire des choix. Tout le monde n'a pas une carte bleue puissante, tout le monde a un vote égal au voisin et tout le monde a des élus locaux. Est-ce que vos élus locaux ont fait un atlas de la biodiversité, ou est-ce qu'ils envisagent de le faire? Est-ce que vous leur en avez parlé? Voilà. Je veux dire, à un moment, il faut se prendre effectivement en main. Ça ne solutionnera pas tout, mais si tout le monde se prend en main partout et dans tous les secteurs de l'économie et de l'activité sociétale, c'est bon. C'est bientôt la fin, donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez préciser ou même rajouter? Il y a aussi une chose dans la biodiversité qui est la dimension du beau. Alors, on a perdu récemment un grand penseur et de la botanique et de la beauté dans le monde vivant qui était Francis Allais. On avait souvent des discussions avec Francis là-dessus. Francis pensait que le vivant était intrinsèquement beau. Et moi, je lui montrais des blobfish ou des orties. Il me dit: «Non, non, non, mais Marc-André, regarde!» Et il me trouvait des détails qui étaient quand même beaux. Moi, je crois que la beauté est dans l'œil de l'observateur. Il y a un ouvrage de Voltaire que j'aime beaucoup, c'est le Dictionnaire philosophique, où il dit: «Demandez à un crapaud ce qu'il trouve beau et il vous répondra que c'est sa crapaude». Donc l'idée, c'est que c'est dans l'œil de l'observateur. Mais au fait, peu importe.
Si nous sommes capables de trouver belles certaines choses dans l'environnement, pourquoi s'en dispenser? Pourquoi pas finalement dire que c'est aussi une des richesses de la biodiversité? Je pense qu'on est nombreux à ne pas deviner ou à sous-estimer à quel point la beauté du vivant est une sorte de cadeau gratuit. Ah oui, parce que tiens, dans ce monde mercantile, observer une fleur dans un parc et la regarder vraiment de près, se baisser, se mettre à son niveau pour voir ce qu'elle a à vous offrir au cœur de sa corolle. Toucher du doigt, éprouver les dufteux de cette fleur. Si elle n'est pas traitée, vous pouvez même toucher ses pétales avec la langue, vous verrez les dufteux qui sont en fait les fines textures qui permettent à un insecte, quand il se pose sur la fleur, de s'agripper avec ses petites pattes. Ben, franchement, ça c'est gratuit. Mais c'est tellement banal, et on revient au concept de biodiversité ordinaire, si ordinaire qu'on l'oublie. C'est tellement banal que les gens regardent les fleurs de loin sans jamais avoir regardé au cœur d'une campanule. Au cœur d'une campanule, il y a des petits poils et des petites taches sur le fond de la corolle. Vous les avez déjà vus? Eh bien, c'est officiellement ma dernière question. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez nous transmettre? S'il fallait tout conclure par une seule idée, jouissez de la nature, aujourd'hui, comme vous en avez d'ailleurs joui hier, mais peut-être pas à fond, et faites en sorte que nos descendants, vos enfants, puissent en jouir également. Merci Marc-André Sellos pour ce moment passé en votre compagnie, et merci de nous rappeler que dans un monde marchand, la beauté de notre environnement naturel ne nous coûte rien, et que l'on peut donc en bénéficier chaque jour en conscience. Merci également de nous redire que notre carte bancaire et notre carte d'électeur sont de cartes maîtresses pour favoriser la biodiversité. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!